À cet fantastique épisode de démonstration à découvrir. Ici, on a Camille Dagenet qui va nous présenter sa caméra Polaroid et qui est simplement fantastico. Bonjour Camille. Bonjour. Ça va super bien? Ça va super bien, toi? All right, yeah, pas pire. Pouvez-tu nous présenter un peu votre objet? Bien oui, comme vous avez dit, c'est une caméra Polaroid. C'est les nouvelles versions. Donc, elle s'appelle One Step 2 Polaroid Originals. Puis ça développe des photos Polaroid instantanément. Pourquoi avez-vous décidé cet objet comme tel? Bien sûr, à le présenter. En fait, moi, je tripe sur les Polaroid, le logo Polaroid, les fonctions des Polaroid, juste tout Polaroid, depuis que je suis super jeune. Puis là, j'ai eu une Polaroid en cadeau, puis je me suis dit, écoute, enfin j'en ai une, c'est le parfait objet pour me présenter, puis juste pour présenter aux gens. C'était une passion depuis que tu étais jeune? Oui, j'adore les photos Polaroid. Polaroid. Ben oui. Cool. Quelles sont les fonctions de cette caméra? Parfait. Donc, elle est vraiment simple. Je vais vous démontrer. Donc, ici, le bouton On and Off, bien sûr. Ici, nous avons combien de films il nous reste. Ici, nous avons l'objectif. Ici, la lentille pour voir. La seule affaire qui est un peu difficile, c'est qu'elle est visionnée par ici. Puis quand tu le vois, c'est comme fait qu'il faut un peu que genre, tu joues avec des fois. Ici, il y a l'exposition, donc tu as le plus automatique ou moins. Moi, personnellement, je le mets toujours au milieu parce que la caméra est assez bonne pour figurer comment l'exposition qui doit rentrer ou pas. Ici, c'est où est-ce que tu mets le film en tant que tel. Le flash, le timer, le bouton pour prendre la photo. Et ici, tu as l'option de ne pas mettre le flash. Donc, quand tu le fais, tu dois peser les deux en même temps, donc le bouton pour la photo et pour le flash. Et ici, c'est pour le brancher. Donc, c'est pas mal compliqué. C'est compliqué, mais quand tu comprends ça, c'est pas tant compliqué. Ici, il y a l'option pour la brancher. Donc, la différence entre les anciennes Polaroid et les nouvelles, c'est que celles ici, les films, avant, ils donnaient comme la batterie à la caméra. Tandis que là, maintenant, c'est un fil. Donc, tu sauves de l'argent avec les films. Je m'imagine c'est pour que... Oui, c'est ça, c'est moins ça, c'est pour coûteux. brancher la caméra, mais ça, c'est moins coûteux maintenant. C'est intéressant, ça. Est-ce que même, ça vaut-il la peine d'acheter une caméra, même si c'est coûteux, puis les films sont coûteux? Ça vaut la peine? Pour moi, personnellement, je trouve que ça vaut la peine parce que, oui, c'est sûr que tu peux acheter quelque chose comme que tu prends une photo avec ton téléphone cellulaire, puis tu l'imprimes toi-même, mais c'est pas la qualité d'une Polaroid, puis c'est pas Moi, je trouve qu'une Polaroid, c'est vraiment comme une passion quand tu fais ça, puis c'est des photos instantanées, puis je trouve que c'est vraiment capturer le moment présent, puis tu peux pas en modifier, puis tu peux pas en rien faire avec. Fait que c'est juste la mémoire de la chose, puis c'est une mémoire magique. C'est sûr que la caméra en tant que telle, elle a coûté environ 170 $. Les films en tant que tels, ça s'appelle des E-Type. Des E-Type? Des E-Type. Puis c'est environ 23,99 $. C'est sûr que c'est coûteux. Oh boy. C'est sûr que c'est coûteux. Mais il n'y a rien, juste d'avoir une photo Polaroid qui est juste une mémoire de la chose. Puis je trouve que moi, j'adore le vintage. Puis je trouve que ça fait vintage. Oui, ça fait comme collection, style. Ben oui, c'est sûr. Puis tu as plusieurs types de photos. Donc, tu vas les films noir et blanc. Oui, puis c'est vraiment coûteux en plus. Puis... c'est vraiment fun. Je suis désolé de vous arrêter là, mais on a fini l'émission. Puis c'est vraiment cool. Puis j'aime bien le vintage aussi, puis c'est vraiment cool. À la pause, on va rencontrer Étienne Dessin qui va nous montrer son objet. C'est Alexis Chartrand and Stay Cool.
Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à l'émission de démonstration à découvrir. Aujourd'hui, nous allons apprendre sur un objet qui passionne notre chroniqueur. J'aimerais vous accueillir Monsieur Étienne Dessin. Bonjour, Étienne. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Bien, et toi? Écoute, je vais super bien. Donc, pourquoi avez-vous acheté une GoPro? Donc, j'ai décidé d'acheter une GoPro à cause que j'adore faire des sports et cette caméra est parfaite pour les sports et elle est super petite, donc tu peux la placer n'importe où, sur ton casque, sur ta tête, sur ton chest, tu peux la placer n'importe où, puis ouais. Parfait, intéressant. Donc, est-ce que vous vous servez souvent de cette caméra-là GoPro? Donc, je me sers quasiment de ma caméra à chaque, on va dire trois fois par semaine. Parce que j'aime beaucoup faire des activités avec mes amis, puis comme après l'école ou comme aller jouer au hockey. Puis je l'apporte tout le temps, puis je le mets toujours sur ma tête quand je joue un sport ou juste si on fait une activité. Peut-être des fois faire des petits vlogs ou comme des petites niaiseries comme ça. Puis, ouais. Parfait. Donc, est-ce que c'est une petite caméra, est-ce que la qualité est bonne? Oui, donc quand le monde il voit la GoPro en premier lieu, il pense comme que c'est une petite caméra, oui, puis ils me demandent toujours si ça prend des belles images et je leur montre toujours les belles images que ça prend. Puis il y a un screen en arrière aussi, donc comme je peux leur montrer qu'est-ce que j'ai filmé avec. Et les couleurs sont vraiment belles, tu peux capturer beaucoup d'images parce que c'est un wide angle. Mais la seule chose avec le cours introduction à la vidéo, on a appris à travailler avec les caméras et qu'est-ce que je pourrais comparer à une GoPro pour cette caméra-là, c'est que quand tu prends des images qui sont très proches, bien, une caméra c'est beaucoup meilleur que la GoPro parce que la GoPro, ça va être un petit peu flou, mais c'est assez bon quand même. Parfait. Donc là, vous avez parlé de comparer une caméra à une GoPro. C'est quoi les accessoires qui viennent avec ça? Donc, l'accessoire que j'ai apporté aujourd'hui, c'est une petite pole comme ça. Et tu as un petit trépied, mais tu peux quand même l'enlever. Donc, tu le plies comme ça, le dévisses et tu le rentres ici. Et là, tu peux tenir ta GoPro comme ça pour faire un vlog ou filmer quelqu'un. Puis, c'est vraiment pratique. Puis, ça sert un trépied et une pole, les deux en même temps. Puis ça, c'est une... y a-t-il d'autres accessoires ou c'est juste oui. l'accessoire? Donc, tu peux avoir des collants que tu peux placer n'importe où. Donc, tu peux comme prendre un collant, le coller ici ou sur ta tête. Ou si tu es en auto et tu veux le coller à l'extérieur de ton auto, bien, tu peux juste le coller là, littéralement n'importe où. Puis, tu as aussi quelque chose pour ta poitrine que tu peux l'accrocher ici si tu fais du vélo de montagne ou... Ouais. Donc, je vois le numéro 7 sur la GoPro. Ça veut dire quoi au juste? Donc, c'est la 7e génération que GoPro ont faite et maintenant ils sont rendus à 8. Mais. Est-ce qu'il y a des différences entre la première et maintenant ou celle qui vient de sortir? Oui, il y a une très grosse différence. Donc, en ce moment, la GoPro 7, elle n'a pas besoin d'un case pour rentrer en dessous de l'eau. Mais ce case ici, c'est juste pour être capable de l'accrocher à la pole. Mais les GoPro d'avant, on avait besoin d'un case pour aller en dessous de l'eau et en tout temps. Puis là, l'audio était moins bon à cause qu'il y avait quelque chose qui l'entourait. Mais là, en ce moment, on n'a pas de case, donc l'audio est beaucoup meilleur. Puis la qualité, obviously, elle a monté de la première à la 7e. Parfait, merci beaucoup. C'est malheureusement tout le plaisir. temps que nous avons. Merci énormément, Étienne, d'être venu nous parler de votre GoPro. Ça donne le goût d'en acheter et de commencer les sports extrêmement. Oui. Donc, restez des notes parce que dans quelques instants, nous allons accueillir Monsef qui va nous parler des grills. J'espère que je passais vraiment
Bonjour, salut tout le monde et bienvenue à l'émission Démonstration à découvrir, là où on découvre plein de nouvelles choses. Et aujourd'hui, nous avons le bonheur d'accueillir Monsef. Dans cette émission, Monsef va nous présenter ses grills. Bonjour Monsef. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, et vous? Bien, bien. Ouais. Donc, c'est quoi les grills? Alors, comme vous voyez ici, le grill, c'est une prothèse dentaire décorative couvrant les dents, voilà, réalisée à base de métal et des pierres précieuses. Ils sont développés dans les années 1900, début des années 1980, par les artistes hip-hop, voilà, adeptes de ces inserts, voilà, amovibles couvrant les dents de devant, voilà. Ils couvrent les dents de devant, les 6 dents premiers ici. Ou ça dépend des stars qui les font. Intéressant. De quoi sont faits les grills que vous nous présentez et par qui sont fabriqués? Les grills que je vous présente sont des grills sur mesure, amovibles en chrome. Et ils sont fabriqués par Morocco Grills or White Grills. C'est le premier grills maker en Afrique et au Maroc. Il est aussi membre du collectif NWA, c'est un artiste en même temps. Alors, c'est lui qui fabrique ces grills. Il a travaillé avec beaucoup des artistes connus, surtout en France, voilà, Tunisie, Algérie, Maroc, l'Afrique surtout. C'est ça. Sa profession, vraiment, c'est un prothésiste dentaire. Il a commencé sa carrière en 2013, environ en 2013, 2014. Donc, c'est quoi les origines de ces grills? Les origines, normalement, il y a des gens qui disent qu'ils sont révélés 2000 ans avant, voilà, dans les vallées de Gizeh. Gizeh, c'est en Égypte. Voilà, les anciens Égyptiens, voilà, ils faisaient des grills comme des corps et tout. Et encore, voilà, dans le peuple chez les Étrusques, le peuple ancien des Romains aussi. Les Romains et chez les Mayas, si vous connaissez les Mayas aussi, c'est eux qui ont commencé les grills dans les mariages, voilà, comme décor, comme tout, voilà. C'est ça. So, le grills et le hip-hop, quel rapport? Le grill, le rappeur, c'est bling bling, on peut dire. Voilà, il existe depuis des années. Voilà, les anciens rappeurs d'Atlanta, tels que Raheem, Ko Ali, ce sont des rappeurs anciens qui ont commencé cette culture. C'est décoratif, comme on peut dire, comme les Gizeh, voilà, c'est ancien, mais voilà, c'est bling bling, c'est comme les chaînes qui prend les rappeurs, voilà, le côté bling bling et tout ça, c'est bien. Et voilà. Ils sont débutés à Atlanta. Voilà, c'est là où ça a commencé les grills et cette culture ici. Intéressant. Donc, est-ce que les grills, c'est une tendance? Bien sûr, les grills maintenant, c'est une tendance, surtout au cours des années 2010. De nombreux artistes, voilà, se lancer, voilà, dans la tendance du grills, notamment, voilà, les actrices comme vous connaissez, comme Rita Ora, comme Rihanna, voilà. En 2015, DJ Khaled a fait un clip vidéo, voilà, des grills et tout. C'est malheureusement tout le temps que nous avons aujourd'hui. Merci Monsef d'être venu nous montrer vos grills et répondre à nos questions. Pour la prochaine rencontre, nous aurons la visite de Steven pour nous montrer son jeu de Pokéball. Restez des nôtres, cette rencontre suit à l'instant. Bonne fin de journée. Merci.
Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à l'émission Démonstration. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir monsieur Ellison Steven qui va nous expliquer et parler de Pokéball Plus. Bonjour monsieur. Bonjour. Steven. Ça va, vous allez bien? Oui, et vous? Tranquillement. C'est Alors, la première question. La Pokéball Plus, qu'est-ce que c'est exactement? Ben, ça se trouve d'être un petit gadget, une bébelle, pour rendre l'expérience de jeu de Pokémon bon, plus immersif. C'est comme un petit peu fausse VR, tu sais, on va dire. Puis c'est ça, là. Ouais. Alors, quels sont les jeux Pokémon exactement? Les jeux Pokémon, ça se trouve d'être, comment je dirais ça, il y a sur la Switch deux versions d'un jeu qui se trouve d'être Pokémon Let's Go Pikachu et Pokémon Let's Go Eevee. Ouais. Puis sur Android et iOS, il va y avoir Pokémon Go qui a fait fureur depuis les dernières années. Ouais. Même encore, on entend moins parler, là, mais Ouais. c'est très fort en ce moment. Oui, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce jouet, vraiment? Ben, comme sur les jeux Switch, ça se trouve à être comme un podomètre. Tu rentres un Pokémon dedans, puis tu marches avec, puis ça va compter les pas, puis ça va monter les niveaux des Pokémon. Sinon, sur Pokémon Go, ça va servir un peu comme d'aide. OK. Puis, c'est ça, l'aide en tant que telle, ça va être pour attraper les Pokémon sans avoir à rentrer vraiment dans le combat ou ça peut aussi spinner les Pokéstops si vous connaissez ça un petit peu. Oui. Juste en appuyant sur le bouton comme ça, tu sais. Ok. Ça flash, puis ça fonctionnerait comme ça, tu sais. Ouais, intéressant. Alors, Alors, comment peut-on accomplir ces actions-là? ben, en fait, justement sur Switch, on va connecter par Bluetooth. Oui. Autant sur la Switch, un peu comme les manettes de Switch, ça se connecte un peu par sans fil. Là. Ouais. Puis, comme vous pouvez voir, il n'y a comme pas vraiment de fil nulle part à part ça qui est une ganse. Puis, c'est ça, sur téléphone mobile aussi, barre Bluetooth, il y a une petite façon, tu pèses sur un piton, puis là, ça va le capter. Ouais. Fait que c'est super simple. OK. Alors, quel est le prix de la Pokéball Plus? Ça, c'est assez cher. OK. La Pokéball Plus, tout seul, juste ça, ça se trouve à d'être 70 $. Oh. Intéressant, ça. Oui. Puis, sinon, à la sortie des deux jeux Pokémon Let's Go sur Switch, on pouvait l'acheter en bundle avec, qui revenait à peu près à 200 $. OK. Ça, c'est Oui. du prix. On peut se le procurer? Oui, on peut le procurer évidemment dans les magasins où ils vendent d'électronique. Oui. Ou sinon, les magasins grande surface, je n'aimerais pas de nom vu qu'on a fait ouais. vision. Sinon, c'est ça, tu peux en trouver pas mal partout. OK. Puis, c'est ça. C'est ça. Alors, l'avez-vous utilisé souvent? Oui, vu que c'est assez cher. Malheureusement, c'est tout le temps qui nous reste. Voilà. On aimerait continuer l'émission et partager ces informations avec vous, mais malheureusement, c'est ça. Merci, Monsieur Steven, pour votre présence. Et pour la prochaine rencontre, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Gassi qui va nous parler du tagine. Peace out. Au revoir.
Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à votre émission favorite, À découvrir. L'émission où nous apprenons sur toutes sortes d'objets différents. Aujourd'hui, nous accueillons ici présent le chroniqueur Belaïd Gassi, qui va nous présenter un objet qui peut sortir juste d'un grenier de grand-père, un plat à tagine. Alors, bonjour Belaïd. Bonjour, M. Stéphane. J'aimerais que vous nous expliquiez un peu c'est quoi un plat à tagine. Parce que regarder comme ça, c'est assez exotique, on va dire. Effectivement, c'est un plat traditionnel qu'on peut le trouver donc, dans le Maghreb, le nord du Maghreb ou le nord d'Afrique, Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Donc, c'est un plat traditionnel. Il sert à cuire les aliments tout simplement. Il a des particularités par rapport au nouveau, mais il garde toujours son charme. OK, parce qu'il y en a des plus récents. Exactement. OK. Donc, il existe depuis des siècles. OK. Et actuellement, tu peux le trouver dans les campagnes ou dans les petites villes du Maghreb. Ah, all right. Donc, quel est l'avantage du plat à tagine? Il a plusieurs avantages. Le premier, c'est le goût. Donc, vraiment, le résultat. Ça cuit d'une manière assez spéciale, il va avoir le meilleur goût. Ça va cuire comment? Avec à vapeur ou? Exactement. En fait, on a plusieurs styles de cuisson. Donc, mais le plus simple, c'est que on met sur, comment dirais-je, sur une gazinière ou sur une chauffage électrique. Donc, et ça cuit lentement. Et le résultat final, il est très bon. Donc, le goût, il est très, très, très bon. Est-ce que tu as eu la chance de manger souvent du lunch qui sort de ça? Bien sûr, bien sûr. All right. Puis, comment on utilise le plat à tagine? Parce que je regarde ça comme ça, puis je ne saurais vraiment pas comment utiliser ça. C'est très simple. Il est très simple. Comme c'est traditionnel, en général, les trucs traditionnels sont très simples. Donc, il y a un creux ici où on met les aliments. On met un peu d'eau, après on ferme. Si tu vois bien le couvercle, il est un peu particulier. Il a un petit trou ici, que tu peux voir. Donc le petit trou là sert à permettre à la vapeur de s'échapper. Et même s'il manque un peu d'eau, on peut ajouter un peu d'eau ici. Effectivement. Donc c'est très pratique. All right. C'est bon. Puis, comment choisir son plat à tagine? Il ne doit pas avoir seulement cette sorte de modèle-là. Justement, on a plusieurs plats à tagine. Si tu pars en Algérie ou au Maroc, si tu pars, tu vas apercevoir plusieurs types. On a les plats à tagine qui sont fabriqués de la terre cuite. On a en céramique, on a en plusieurs types. Mais la meilleure pour moi, le meilleur plat à tagine, c'est le traditionnel, le pur, c'est en terre cuite. Et soit tu vas le trouver en vinlisé, soit tu vas le trouver à l'état brut. Okay. C'est un marron, tu vas le trouver marron. Ah, OK. Et on a plusieurs tailles, on a des petits et on a des gros. Donc les petits, en général, c'est pour 2 à 4 personnes et on a d'autres pour 4 à 8 personnes. Donc il sert à cuire pour un grand nombre de personnes. OK. Ah, ben, merci Belaïd pour cette belle présentation-là. Merci beaucoup. Je ne sais pas si je vais en prendre un, mais on va y penser. Il n'y a pas de souci. Alors, je suis désolé, mais il va falloir céder la place à notre prochain chroniqueur. Notre prochaine chroniqueuse va être Inde, qui va nous amener à l'illumination avec ses huiles essentielles. Alors, soyez présents, mesdames et messieurs, car vous ne voulez pas manquer ça.
Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Démonstration à découvrir. Permettez-moi de vous présenter aujourd'hui notre chroniqueur, Madame Hind Habbashi, qui va nous parler des huiles essentielles. Bonjour Madame. Bonjour. Tout d'abord, qu'est-ce que vous allez nous présenter aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je suis venue vous parler de l'huile essentielle de lavande. Alors, comme vous voyez ici, c'est un extrait de la fleur de la lavande et qui est d'abord distillé, les feuilles sont séchées et à partir des feuilles, on essaie de les distiller dans une machine, un distillateur, et c'est à partir de ce moment que la transformation va prendre du temps jusqu'à ce qu'on puisse avoir le concentré qui est mis en goutte à goutte. Donc ça, c'est vraiment très très fort, ça ne s'utilise pas directement sur la peau. Justement, la deuxième question, donc, si on part au spa, si on fait le massage, normalement on utilise les huiles essentielles. C'est exact, c'est exact. En principe, on utilise les huiles essentielles, sauf qu'on n'utilise jamais l'huile essentielle de façon concentrée. C'est-à-dire qu'on va utiliser 1, 2 ou 3 gouttes, donc tu vas voir qu'il y a une petite gouttière juste là. On essaye de mettre 1 à 2 gouttes dans un grand liquide, ça peut être une huile de base qu'on appelle la paraffine, comme on peut utiliser une huile qui est assez, on va dire, généreuse, un peu grasse, comme l'huile d'olive. Et on ne met jamais le concentré directement sur la peau parce que ça risque de faire des brûlures. Donc, on met 2-3 gouttes, ça dépend de l'intensité qu'on cherche à avoir. Si on va faire, par exemple, un massage qui est chauffant dorsal, où on va essayer de régénérer les cellules, on va essayer un petit peu, surtout en cette saison de froid, la lavande, elle est vraiment géniale, elle est elle épouse vraiment le corps, elle essaie de maintenir le corps au chaud. Et c'est quelque chose qui est très important. C'est à garder à la maison, franchement. C'est autant bénéfique pour les grands que pour les petits. Justement, la question, est-ce qu'on peut l'utiliser pour les bébés? Oui, on peut l'utiliser avec les bébés, sauf qu'il faut faire très attention. Si par exemple, on cherche, c'est selon notre objectif, si on cherche à adoucir ou à faciliter le sommeil du bébé, on va utiliser une minuscule goutte qu'on va essayer juste d'étaler sur le coussin. On prend notre huile essentielle, on prend par exemple, voilà le flocon, on va essayer de l'ouvrir. On va mettre une petite goutte et on va essayer de l'étaler sur son petit coussin où il va dormir. C'est à partir de là qu'on va essayer de provoquer chez le bébé une envie de sommeil et surtout qu'il ne puisse pas faire de cauchemar. Donc s'il dort calmement dans un univers qui est chaud, qui est parfumé, essayez de sentir. C'est très relaxant. C'est bon, oui. Oui, mis à part que ça sent bon, mais c'est vraiment très relaxant. OK. Donc, c'est conseillé pour les bébés, pour toute la famille. Oui. Il faut juste essayer de le faire avec modération et de toujours suivre le mode d'emploi qui accompagne notre huile qu'on va acheter. C'est valable pour l'huile essentielle de lavande ou n'importe quelle autre fleur. Des fois, on le met, je pense, dans un récipient d'eau. Et pour... C'est exact, pour le bain. Alors pour le bain, ce qu'on fait généralement, c'est, on va dire que la baignoire, elle va prendre une mesure de 5 seaux. Alors nous, on va utiliser 5 gouttes. Donc l'équivalent pour chaque seau, 1 goutte pour chaque seau. On va la distiller, comme ça, on va essayer de la mélanger dans notre eau chaude, mais on ne va pas se mettre dans l'eau chaude directement, on va essayer d'aller lorsque l'eau va tiédir. Merci beaucoup, Madame Hind Habbashi, c'était très intéressant ce produit-là, donc j'espère l'utiliser prochainement. Oh, oui, vivement. Donc à la fin de notre émission, nous remercions deuxième fois Madame Hind Habbashi d'avoir accepté notre invitation. Ne partez pas loin, car dans la prochaine chronique, nous aurons le plaisir d'accueillir Monsieur Pierre Benoît, qui va nous parler de la trousse médicale. Merci beaucoup, à la prochaine.
Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de votre émission de démonstration à découvrir. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un chroniqueur de marque qui vient nous présenter un outil qui va sauver des vies. Aujourd'hui, nous accueillons Benoît-Pierre Laniel qui nous vient de la ville d'Alfred. Bienvenue. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que le naloxone? Donc, le naloxone, c'est un médicament qui va réagir sur les mêmes récepteurs que sur ceux des opioïdes. Puis ça, dans le fond, ça va faire que si, mettons, tu prends trop d'opioïdes, tu vas peut-être avoir une chance de t'en sortir parce que, tu sais, ça va un peu annuler l'effet. Tu sais, étant donné qu'il y a juste un certain nombre de récepteurs qui peuvent aller. Donc, ça ne va pas te guérir, mais ça va te sauver momentanément. Non, ben, tu sais, ça va te donner une chance. Très, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on entend par opioïde? Qu'est-ce que c'est? Donc, un opioïde, c'est un médicament qui agit avec certains récepteurs. Par exemple, la morphine, c'est un opioïde. L'héroïne, c'est un opioïde. Il y a plusieurs médicaments opioïdes. Puis, dans le fond, c'est simple. C'est un médicament qui va relaxer le système. Puis, le problème avec ce médicament-là, c'est qu'il va relaxer aussi les poumons. Mais, tu sais, il va relaxer les poumons tellement qu'ils vont tellement être relax que tu vas arrêter de respirer et mourir. Si t'es pas chanceux. Oui. Alors, dans quel cas nous pourrions utiliser le naloxone, pardon? Et est-ce que c'est n'importe quelle personne qui peut intervenir avec ce genre de trousse de secours, on va l'appeler? Bien évidemment que n'importe qui peut, même devrait avoir une trousse parce que, premièrement, ils sont disponibles gratuitement partout au Canada. Tu as juste besoin d'avoir ta carte santé, de l'apporter à une pharmacie. Tu n'es même pas obligé de donner ton nom. Ils peuvent le mettre sur un autre nom. Dans le fond, la raison pourquoi ils les donnent gratuitement, je suis un peu débordé, là, mais c'est parce que dernièrement, il y a eu quelque chose qu'on a appelé la crise des opioïdes. Ça, c'est une crise que, dans le fond, il y a bien des gens qui font des overdoses de ce temps-ci. Il y a tellement de gens qui font d'overdoses que l'espérance de vie au Canada a diminué. Genre, c'est la première fois qu'on ne vit pas plus vieux. D'accord. Et ça concerne tout le Canada ou uniquement l'Ontario? Il y a beaucoup de provinces, par exemple, à Vancouver, en Colombie, là, ça, c'est grave. Là. Comme, eux autres, c'est les premiers à avoir eu ça. Là. Donc, c'est utile d'en avoir et de s'en procurer. Oui, d'accord. Oui, alors, comment fonctionne la trousse du naloxone? Le naloxone, dans le fond, c'est une trousse où est-ce que... la première chose que tu fais, c'est si tu arrives sur une crise comme tu vois quelqu'un qui fait une crise d'opioïde, tu prends ses signes vitaux, premièrement. Ensuite de ça, tu appelles le 911. Ensuite de ça, tu prends la petite pompe ici. Puis, c'est une pompe que tu peux agir tout de suite. C'est-à-dire que tu as juste besoin de l'enlever de l'emballage, il n'y a pas de petit type. Tu fais juste l'enlever, tu la mets dans le nez de la personne, tu y mets une inhalation, c'est une dose. D'accord. Après ça, tu attends à peu près 5 minutes. Si tu vois que ça ne s'est pas réglé, tu refais la première étape, la deuxième étape d'appeler les urgences, puis tu lui donnes une deuxième dose, puis tu le mets en position latérale de sécurité. D'accord. Quels sont les symptômes d'un surdosage d'opioïdes? Comment on peut le reconnaître? Est-ce qu'il y a des signes? Donc, oui, il y a des signes. Premièrement, la personne va respirer lentement. Évidemment, ses poumons arrêtent de respirer. Ensuite de ça, il y aura les mains froides parce que ses poumons arrêtent de respirer, donc son sang est moins oxygéné, donc ses mains se refroidissent. Ensuite de ça, il va être étourdi. Puis sinon, il y a plusieurs autres symptômes, mais ça, c'est les principales. Je comprends. Merci beaucoup, Benoît-Pierre. Malheureusement, c'est tout le temps qui nous a été assigné. Mesdames et messieurs, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Et à ce moment-là, nous allons accueillir un autre invité qui vient nous parler de quelque chose qui lui tient à cœur. C'est un outil technologique. Je vous dis à tout à l'heure. Bonne soirée.
Bienvenue à votre nouvelle émission de À découvrir, votre émission préférée. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le grand, l'unique, celui qui a été élu par le Times Magazine comme étant l'homme le plus beau au monde. Bref, vous le connaissez déjà, Monsieur Jérémy Laverne. Bonjour Jérémy. Bonjour Benoît, ça va bien? Ça va très bien aujourd'hui. Excellent. Donc aujourd'hui, tu es venu ici pour nous parler de ton téléphone de marque Huawei. En effet, oui. Donc, pourquoi avez-vous choisi ce téléphone? Bien, c'est un téléphone, moi, j'ai toujours été avec Apple. Mais OK, ouais. quand que j'ai accidentellement sauté dans la piscine avec mon téléphone dans mes poches, Ouch! il est venu le temps d'en acheter un nouveau. Fait que j'ai fait mes recherches, puis j'ai trouvé que le meilleur, pour le prix, ça serait le Huawei. Puis c'est un téléphone qui est très performant. Il y a une très bonne caméra, la vitesse est incroyable, la qualité d'image est excellente. Ouais. La grosseur du téléphone, pas trop gros, mais l'écran est Mais très est-ce avantageux. qu'il y a des fonctionnalités qu'il y a seulement sur ce téléphone-là? Et si oui, ça serait quelle ta préférée vraiment? Définitivement, il y en a plein. Il y en a plein à choisir d'eux, mais ma préférée, ça serait plus, à cause que je suis un gars qui n'est pas super bien organisé puis qui perd tout le temps ses affaires, je te dirais que ma fonctionnalité préférée, ça serait que tu peux mettre une phrase clé que quand tu la dis, le téléphone va commencer à vibrer, faire des sons puis allumer sa lumière jusqu'à temps que tu le trouves. Oh mon Dieu, c'est Ouais. c'est pratique ça. Oui, c'est nice, c'est le fun. Ouais. Oui. Puis qu'est-ce qui sépare ce téléphone-là des autres? Je te dirais que ça serait plus la caméra. J'ai jamais vu une caméra aussi performante que ça dessus un téléphone cellulaire. Tu peux filmer jusqu'à 60 images par seconde en slow motion. Tu peux filmer du 4K. Ouch, ouais, c'est bon. Tu peux filmer, tu peux prendre des photos, tu peux faire tout changer tes réglages tout seul, ton ISO, Oh mon Dieu, ouais, tout c'est ça. vraiment bon. Tu sais, C'est une très bonne caméra. ça donne vraiment de l'indépendance dans tes photos. Exactement. Ça, très bonne qualité. Puis, très bonne caméra. Ah ouais. Mais avec une caméra bonne de même, le prix doit être fou. Bien, je te dis que c'est pas si payé que ça. Oh ouais. Quand tu compares ça à un iPhone, par exemple, un iPhone, ça peut aller jusqu'à 2000 $. Mais un téléphone comme ça, environ 1300. Oh mon Dieu, ouais. 1300. Ouais. C'est quand même cher, mais... Ben, pour la qualité. Oui, hein. pour la qualité, hey, tu peux pas battre ce prix-là. Ben non, c'est sûr. Hein? Non, c'est sûr qu'on Exactement. peut pas battre ça. Puis ça, c'est le P30 Pro. Oui. Mais le P30, qui est un modèle juste en bas, environ 900 $. Puis c'est quoi, disons, la grosse différence entre les deux? Pas grand-chose, mon petit. Pas grand-chose. Oh mon Dieu! Mais est-ce que vous me recommanderiez ce téléphone? Définitivement. J'ai rien à dire contre le téléphone. Comme je te disais, très performant, excellente qualité d'image, vitesse super bonne. Si tu es quelqu'un qui aime beaucoup filmer, prendre des photos, ça, c'est le téléphone pour toi, moi, je te dirais. Oh, ouais. Non, c'est sûr que Ben quand oui. tu es amateur de plein de technologies, là, Exactement, non. exactement. Mais en même temps, je voudrais remercier notre commanditaire, Huawei, Exactement. tu sais, pendant notre... Oui. Ben oui. Mais dans le fond, tu sais, ton téléphone, ça fait combien de temps que tu l'as? Ça fait environ depuis cet été. Après l'accident de la piscine. Oui, exactement, en juillet environ. Puis j'ai pas eu de problème depuis ce temps-là. Là. Fait que, Oh, ouais. OK. Mais c'est malheureusement tout le temps que nous avons. Maintenant, mais revenez-nous la semaine prochaine où est-ce que Gabriel Purdy va nous parler de son téléphone réutilisable. Moi, j'ai déjà hâte à la semaine prochaine, ça n'a pas d'allure. Bon ben, c'est tout pour nous. À la semaine prochaine!
OK, on arrête. Bonjour et bienvenue à l'émission Démonstration à découvrir. Aujourd'hui, nous recevons Mme Gabrielle Purdy, une passionnée de l'écologie. Elle nous présentera son étui de téléphone biodégradable. Bonjour Mme Purdy, ça va bien? Ah oui, vous? Excellent, ça va très bien, merci. Donc, parlez-nous de votre étui et qu'est-ce qu'il y a de particulier? Bien, dans le fond, mon étui, comme tu l'as dit au début, c'est un étui biodégradable. Donc, dans le fond, une fois qu'on a fini de l'utiliser, qu'on ne veut plus s'en servir ou whatever, on peut le jeter au compost parce qu'il va se dégrader par lui-même, contrairement aux autres caisses de téléphone que, par exemple, c'est du plastique que tu vas acheter sur Internet ou peu importe, qu'il va falloir que tu jettes dans la poubelle puis qu'il va se ramasser dans les océans. Donc, c'est ça qui est de spécial. Excellent. Puis c'est pas comme s'il se brise quand même facilement. C'est un matériel quand même assez Oui, exactement, durable. oui. Excellent. Oui. Donc, c'est qui a eu cette idée-là de faire l'étui biodégradable? Ben, dans le fond, c'est venu d'un gars qui s'appelle Jérémy Lang. Il était en voyage à Hawaï avec son fils de 1 an et demi, puis il s'est dit, les plages sont vraiment sales, pourquoi je ne créerais pas quelque chose qui pourrait faire en sorte que ça réduirait le plastique dans les océans? Puis, sa mentalité à lui, c'est qu'on emprunte la terre de nos enfants. Donc, c'est pas nous qui va céder notre terre, mais c'est les enfants qui vont... Ben, on emprunte celle de nos enfants. Okay, oui. Donc, il veut pas qu'on la pollue avant qu'on parte. Donc, pour lui, c'était vraiment important pour lui qu'on crée quelque chose qui va juste faire un pas vers le futur. Il passe un excellent message avec ce produit-là. Exactement. C'est bon de voir qu'il ne pense pas juste à lui-même, mais il pense au futur. Oui, exactement. C'est excellent de voir ça. Qu'est-ce que ce produit va amener dans le futur? Qu'est-ce qui va amener dans le futur? Bien, premièrement, beaucoup moins de toxines dans l'air, des plastiques. Puis aussi, une réduction de plastique dans les océans. Parce qu'on peut voir, là, beaucoup sur Internet, on va voir il y a beaucoup de plastique dans les océans, il faut ramasser ça, peu importe. Mais ça ne s'arrange pas. Puis ça, d'après moi, c'est un pas qui va faire en sorte que ça va avancer puis qu'on va pouvoir faire ça. Oui, excellent. C'est ça. Excellent. C'est qu'est-ce que les clients ils disent sur ce produit? J'ai fait mes petites recherches, puis il y a beaucoup de monde qui disent qu'il y a du bien. C'est à peu près juste ça. En même temps, on se dit, oui, ils filtrent les commentaires, mais c'est juste du bien d'après moi. Puis j'en ai commandé un pour moi-même. Puis c'est juste du bien. Genre, je veux dire, il est beau, il est solide, il protège assez bien notre téléphone, contrairement à certains caisses de plastique qui vont péter nos téléphones si on le tombe à terre. Celui-là, il est vraiment durable, puis d'après moi, c'est bien que c'est pas juste une couleur juste solide, c'est comme il peut y avoir des designs. Oui, il y a des designs dessus. Il y en a qui sont jaunes, bleus, tu peux le prendre n'importe quelle couleur tu veux, dans le fond. Super, c'est super. Est-ce que tu sais si c'est juste une compagnie qui livre le produit au Canada ou c'est à travers le monde? Bien, c'est à travers le monde, parce que je pense que c'est aux États-Unis que c'est fait. Je suis pas certaine, je sais même pas s'il est écrit dessus. Bon, c'est pas vrai, c'est designé au Canada. Oh, there we go. Mais oui, c'est livré partout dans le monde. Excellent. Tu peux commander peu importe où tu es sur la planète. Ça, c'est très bien. Tu peux le faire. C'est très bien. Ça n'affecte pas juste un pays, ça l'affecte tous les pays. Oui, exactement. C'est ça qui est bon. Est-ce qu'ils ont réussi à accomplir quelque chose d'autre, excepté l'étui, depuis cette création? Oui, ils ont réalisé quand même beaucoup de choses, mais une des principales, c'est qu'ils ont ramassé, depuis leur création en 2010, ils ont amassé plus de 45 000 livres de déchets dans les océans, dans le fond. Excellent, excellent. Est-ce que tu sais si ça a eu un quand même gros impact ou c'est encore minime ou si ça est en train de grandir? Oui, bien, d'ici 5 ans, ils veulent ramasser plus d'1 million de livres de déchets dans les océans. Ouais. Puis, d'après moi, ils vont vraiment réussir. Là. Je veux dire, c'est en train de grossir, là, cette compagnie-là. Puis, c'est juste une petite étape exactement. qui grandit. Exactement. C'est ce qui va amener
un futur Excellent, propre, on va dire ça de même. Excellent. Puis c'est où que vous avez acheté cet étui? Sur le site de Pillowcase. Je suis désolé, Non, c'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui. C'est bien correct. Merci d'avoir été Pas de problème. up to the game. Et pour vous, chers téléspectateurs, restez des nôtres. Nous avons plein d'autres émissions à faire. Prochaine chroniqueur, ça va être... OK, parfait, excellent. Bonjour, chers téléspectateurs, et bienvenue à notre émission À découvrir. Aujourd'hui, nous allons accueillir Vincent Trottier qui va nous parler d'une souris d'ordinateur, une souris qui va, dans le fond, pour ses jeux vidéo. Donc, bonjour Vincent. Salut. Ça va bien? Très bien, et vous? Ah, ça va bien, merci. Donc, c'est quoi le nom exact de ta souris? Puis, ça s'agit de quoi? Il s'agit de quoi, dans le fond? Donc, en fait, c'est une Rival 600 par SteelSeries. Ah, OK. Donc, il s'agit d'une souris d'ordinateur comme n'importe quelle autre, mais elle est spécialisée pour les jeux vidéo. OK. Donc, c'est fait pour ceux qui passent plusieurs heures à leur ordinateur en train de jouer des jeux vidéo. Ah, OK. Donc, elle est différente d'une souris normale. En gros, elle est meilleure, mais ça a le même principe. Puis c'est une souris d'ordinateur après tout. OK. Puis dans le fond, c'est quoi que la différence spécifiquement? Donc, premièrement, il y a sa structure. Il y a sa structure extérieure qui est beaucoup plus solide. Donc, elle peut prendre des chocs, prendre des liquides, prendre la chaleur, le froid, puis elle va rester intacte. Puis aussi sa structure intérieure, donc ses circuits, son mécanisme, c'est beaucoup plus durable qu'une souris normale que tu achèterais à Walmart pour 10 $. Ah, OK. Donc, elle ne va pas avoir de problème de double-clic, des clics qui n'enregistrent pas, des problèmes de capteur. C'est vraiment fiable pour ceux qui veulent garder la même souris pour longtemps. OK. Puis c'est quoi qu'elle vous offre, dans le fond, cette souris? Donc, en gros, comme la plupart des souris, des gaming mouse, en fait, que ça s'appelle, de nos jours, les fabricants, ils ont des logiciels qui viennent avec la souris. Donc, tu achètes la souris, dans la boîte, il y a un lien. Tu télécharges une application. Puis à partir de cette application-là, tu peux vraiment personnaliser les paramètres de la souris. Donc, en gros, tu peux avoir l'accélération, qui est le plus tu bouges, le plus vite qu'elle va commencer à bouger à l'écran. Ah, OK. La sensibilité du capteur, donc la vitesse à laquelle elle bouge selon les mouvements que tu fais en vraie vie. La distance à laquelle elle arrête de capter, donc quand tu le lèves du sol, à quel point que le capteur va arrêter d'influencer ce qui se passe à l'écran. Ah, OK. Et il y a d'autres petites modifications, comme la fréquence, etc. Et aussi, il y a les lumières. Donc, la souris a des lumières pour changer l'esthétique. Donc, pour ceux qui ont un œil artistique puis qui veulent vraiment donner à leur bureau une belle couleur, c'est pour eux. Puis aussi, il y a des boutons sur le côté et il y a des poids de 4 grammes pour changer le feel, le sentiment de la souris quand tu la tiens. OK. Ça semble être une souris assez chère. Est-ce qu'il y a comme un range de prix, dans le fond? Là? Donc, environ, cette souris-là est 100 $. OK. Tu peux le trouver, bien sûr, plus bas, plus haut. Mais il y a des modèles presque identiques, très semblables de la même compagnie, sauf un peu moins bons, qui offrent quelques options de moins OK. pour des prix réduits d'environ 20 $ de moins. Ou il y a même des modèles meilleurs avec plus d'options qui sont 20 $ de plus. Tu peux même aller à 50 $ de plus. Mais ça, je trouve que c'est un peu exagéré. Une souris comme ça à 100 $, c'est en masse pour n'importe qui, n'importe quelle utilisation. Pour un gamer, c'est correct. Exactement. Bon. Puis même plus. Bon, OK. Dans le fond, c'est où qu'on peut acheter ça? Parce qu'admettons, moi, je suis intéressée pour l'acheter. Où je pourrais l'acheter? Donc, en gros, tu peux l'acheter pas mal n'importe où que tu trouverais des souris normales, mais surtout dans les magasins, soit de jeux vidéo ou spécialisés en électronique. Tu peux aussi les acheter en ligne, puis ça, c'est une option qui devient de plus en plus populaire. Par contre, moi, je recommande vraiment de les acheter sur place
parce que tu peux vraiment tu peux essayer la souris dans tes mains. OK. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui. Je suis sûre que les téléspectateurs veulent en apprendre davantage, mais c'est tout qu'on peut avoir pour aujourd'hui. Donc, restez avec nous parce que nous avons une chroniqueuse très spéciale qui vient après la pause et s'appelle Sophie Aubin. Elle va nous présenter des baumes à lèvres. Donc, merci beaucoup et bonne journée. Donc, bonjour chers téléspectateurs et re-bienvenue à Découvrir. Préparez-vous pour une autre émission tout autant divertissante qu'informative. Cette semaine, nous avons la chance d'accueillir Sophie Aubin qui va nous parler du lip balm. Sophie, comment allez-vous aujourd'hui? Je vais super bien. Parfait. Donc, pour commencer, je me demandais quand est-ce que le premier lip balm est-il apparu? Mes premiers lip balms étaient apparus en 1880. C'était par un jeune comme ingénieur qui l'avait inventé, mais ça fait depuis 40 ans, il avait parlé d'un baume à lèvres, mais c'est un petit peu dégueulasse. Il voulait utiliser la cire d'oreille humain. Puis, tu sais, c'est pas très attrayant voir ça sur l'étiquette, cire d'humain humain. Non, dégueulasse. So, ils ont rejeté cette idée-là. Et ensuite, après, on parle aussi du lipstick, que lui a été inventé, par contre, 5000 ans avant, en l'année de la Mésopotamie à peu près. Intéressant. Donc, le lip balm d'aujourd'hui, comme ceux que nous avons ici, ils sont composés de quoi? Mais il y a 3 ingrédients majeurs qu'on peut dire. Il y en a un, c'est la cire d'abeille, pas le miel. C'est comme la cire d'abeille, c'est comme genre les excréments naturels des abeilles. On peut dire un petit peu de la merde. Mais bon, on peut dire que c'est pas si pire, mais c'est quand même dégueulasse. Puis bien sûr, après, il y a bien sûr la cire des palm trees, que ça, par contre, c'était au Brésil. Et l'autre ingrédient, c'est bien sûr la vaseline. Tout le monde connaissait la vaseline, c'est à base de pétrole. Ça, c'est les 3 ingrédients majeurs. Puis les autres ingrédients, c'est tout comme genre des molécules scientifiques que je ne suis pas capable de prononcer. Ça, c'est les 3 ingrédients majeurs des baumes à lèvres. Très intéressant. C'est plus compliqué que je pensais d'ailleurs. Oui. Donc, c'est quoi l'impact que le baume à lèvres a eu au fil du temps? Mais il y a plusieurs grands impacts. Le premier, c'est comme au début, les personnes en mettaient pour plaire aux dieux. C'était dans leur religion de paraître beau. Ils en mettaient pour que les dieux, comme genre, les aiment. Mais bien sûr, après, ça a été, tu sais, les riches dans l'ancien temps, ils avaient décidé, bien sûr, de se maquiller et tout ça, puis ça faisait partie. Mais c'était pas juste les femmes, il y avait aussi les hommes, parce qu'on sait que les hommes, c'est eux autres qui ont inventé les talons hauts, puis c'est les premiers qui ont porté ça. Puis bien sûr, aujourd'hui, ils en portent moins, mais ils peuvent encore en porter. Et bien sûr, on retourne aussi dans le maquillage. Il n'y a pas juste les femmes qui en mettent, mais c'est plus commercialisé pour des femmes. Après, il y a comme plusieurs endroits qui ça a été influencé, comme en Chine, ça a été beaucoup influencé. Ils mettaient souvent ça pour comme les mariages, les cérémonies, surtout les empereurs, les empresses. Et eux autres, c'est plus dégueulasse. Tu sais, pour la couleur, il n'y avait pas vraiment des ingrédients comme que nous, artificiels. Ils utilisaient comme le rouge, le sang d'animal. Ils saignaient l'animal, prenaient le sang, puis c'était la couleur. Très intéressant. Donc,
Est-ce que le produit est associé avec des personnes connues? Mais il y a beaucoup de personnes connues, mais il y a 2 qui ont vraiment popularisé ça. La première, c'était Cléopâtre. Cléopâtre utilisait ça pour montrer son pouvoir puis tout ça. Mais qu'est-ce qu'on... Cléopâtre, là, désolée, mais n'était pas une beauté, on peut dire. Elle, c'était pas sa beauté physique qui avait attiré César, c'était sa beauté comme intérieure. C'est bon. Donc, malheureusement, c'est tout le temps que nous avons, mais c'était très intéressant. Merci beaucoup d'avoir partagé ton savoir au sujet du lip balm. Tant qu'à vous à la maison, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On vous rejoint la semaine prochaine où nous avons Clara qui va nous parler de la caméra instantanée. Ne manquez pas ça, ça va être extrêmement intéressant. Bonjour et bienvenue à l'émission Démonstration à découvrir. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de rencontrer Clara Beaulieu. Elle va nous parler de cette caméra instantanée. C'est un objet très particulier. Bonjour Clara. Salut Sophie. Ça va? Oui, toi? Ça va super bien. Tu as apporté ce magnifique objet, puis je me demandais, là, il devrait avoir des fonctions attrayantes pour ça. Oui, bien dans le fond, qu'est-ce qui est vraiment attrayant de cette caméra, c'est que tu peux avoir tes photos instantanément. Fait que dans le fond, ça le dit dans le nom. Puis dans le fond, c'est que tu prends une photo, puis là, automatiquement, comme 2 secondes plus tard, il y a une photo papier qui apparaît, puis c'est vraiment nice de pouvoir avoir quelque chose de papier au lieu de, comme dans ton cellulaire numérique. Ouais. Fait que c'est ce qui est attirant, c'est une photo instantanée. Ça, c'est le fun. Puis c'est où que tu avais entendu parler de cet objet-là? OK, mais dans le fond, j'en avais entendu parler comme sur les réseaux sociaux, où j'avais des amis qui en avaient, puis à des Girls' Night, par exemple, on prenait des photos avec cet appareil-là. Puis à Noël, dans le fond, ça fait peut-être 5 ans, j'ai supplié mes parents pour en avoir une parce que je trouvais ça tellement nice. Fait que dans le fond, j'en ai entendu parler parce que c'était juste tellement populaire, ça a pris un gros comme boom de popularité, puis sur les réseaux sociaux, mon entourage. C'est ça. Ouais. Moi aussi, j'en ai une en ce moment, mais je l'utilise moins parce que j'ai la difficulté à l'utiliser, mais comme il y a toujours des désavantages sur tes objets-là. Oui, bien dans le fond, qu'est-ce qui est vraiment dommage, c'est que tu dois avoir des films, donc que tu rentres comme ici, je ne vais pas l'ouvrir, mais tu rentres des films, puis les films, ils coûtent comme environ 10 $. Fait que ça fait que, puis t'en as 10. Fait que ça fait c'est 1 $ par photo, puis on s'entend comme ça va monter éventuellement, ça va être encore plus cher. Fait que qu'est-ce qui est vraiment dommage, c'est que tu as une shot seulement, puis ta photo, elle ne veut pas être belle nécessairement. Fait que si ta photo n'est pas belle, bien, tu as dépensé 1 $. Fait que ce qui est vraiment pas tant cool. Et aussi, un problème, c'est tu prends une photo avec ton cellulaire, tu peux l'envoyer à ton ami, tu peux l'envoyer à comme 10 millions de personnes, ça ne dérange pas, tu peux le partager. Tandis qu'avec celle-là, tu prends une photo, il ne t'aura pas une autre photo exactement comme elle. Fait que c'est juste poche que tu ne peux pas partager. Fait que je trouve que c'est un autre désavantage de cette caméra. Mais les fils, là, est-ce que ça se vend partout en magasin? Mais dans le fond, c'est quand même, tu sais, je t'ai dit, ça a pris un gros boom de popularité. Puis tu peux en trouver comme un peu partout, genre au Walmart, aux Jean Coutu. Je fais de la publicité, là. Puis c'est ça, comme tu peux en trouver un peu partout. C'est sûr que tu ne vas pas en trouver comme à l'épicerie, mais dans les magasins de convenience store. Puis ça. OK. Puis tu avais parlé d'amis tantôt. Est-ce que tu as comme genre un mural de tes photos ou comme une place que tu les gardes? Oui, bien dans le fond, sur quelques-uns de mes murs, j'ai imprimé genre au total peut-être 100 photos. Ce qui fait que j'ai des murs remplis avec des beaux moments de comme cet été, par exemple, ou
comme mes hivers avec mes amis, ma famille, les animaux des fois. Fait que c'est vraiment comme... Encore une fois, c'est quelque chose qui est vraiment attrayant. C'est genre, je prends une photo, puis là, je peux juste la décorer avec mon mur, puis c'est comme ça donne un sentiment de nostalgie. Comme, est-ce que tu recommandes cette photo, comme cette caméra-là, à quelqu'un? Honnêtement, je le recommande à tous ceux et celles qui aiment prendre des photos, que tu sois professionnel ou amateur, parce que c'est comme vraiment facile. Genre, tu peux voir, c'est comme tu fais juste appuyer, tu prends comme une photo régulière, un appareil photo régulier. Puis, fait que dans le fond, n'importe qui aime prendre des photos, que tu sois professionnel ou amateur, puis n'importe qui aime avoir quelque chose de concret et qui aime ça être nostalgique de temps en temps. Fait que c'est pas pour une cible particulier vraiment, là. OK. Tu utilises cette caméra comme chaque jour ou tu utilises d'autres sortes de caméras? OK, bien, j'ai mes caméras comme j'ai une Canon qui est assez grosse, c'est numérique. Malheureusement, c'est tout le temps disponible avec nous. Merci Clara d'être venue. C'est un plaisir de parler de ta caméra instantanée. Restez des nôtres. Juste après, on va voir la démonstration de Mustapha Boukrana qui va nous faire découvrir sa GoPro 8 Black Edition. Cette caméra est souvent utilisée pour le sport extrême, mais maintenant, elle a d'autres utilités. Restez des nôtres. Il va repasser juste après. Bonjour et bienvenue à l'émission À découvrir démonstration. Aujourd'hui, nous avons la chance, l'honneur de rencontrer Mustapha Boukrana, un consommateur plus que consommateur de la GoPro 8 Black Edition. Bonjour Mustapha. Bonjour, c'est un super grand plaisir de te revoir. Moi aussi, ça faisait longtemps. Je ne sais pas si vous vous rappelez la dernière fois, c'était où? Oui, en France. C'était au Salon de l'audiovisuel, oui. Oui, bon. Mais en tout cas, aujourd'hui, tu es ici pour nous parler de la GoPro 8 Black Edition. Peux-tu... Ben, dans le fond, ça vient de l'Asie, n'est-ce pas? Non, surtout pas. Cette fois, ce n'est pas tous les gadgets qui nous viennent d'Asie, Japon, Corée. Cette fois, ça nous vient direct des États-Unis. OK, donc c'est un petit objet que les ados, les sportifs s'arrachent un peu sur le net. Okay. On va procéder dans ton émission en exclusivité à l'inboxing de ce petit bijou. Le premier ever. GoPro nous a fait confiance. Okay. Et puis j'espère qu'ils ne seront pas déçus. À la maison. OK, on va sortir le produit. En fin de compte, il est placé sur un support qu'on va essayer d'enlever, histoire d'être un peu plus proche de la cam. Alors, c'est une action cam. Comme vous pouvez le constater, elle est toute petite, maniable, on peut la mettre un peu partout, dans notre poche, vous pouvez la tenir. Mais il ne faut pas s'asseoir dessus, là, parce que c'est petit quand même. Non, elle est assez robuste, il est assez robuste. C'est une caméra étanche qu'on peut placer un peu partout avec les fixations. OK, intéressant, wow. Et bien là, c'est la première fois que tu l'ouvres ici sur mon plateau. Ouais. Mais qu'est-ce qui rend la GoPro aussi célèbre? Ben, ce qui la rend assez célèbre, c'est que c'est une toute petite caméra, un tout petit gadget qui peut avoir des images en une super bonne qualité, en 4K. Et c'est aussi, on peut l'amener un peu partout. Ça veut dire si on nage sous l'eau, on peut filmer avec. On peut par exemple, si on fait des sports de montagne ou des X-Games ou par exemple du skate, on peut la placer un peu partout sur une planche de surf. Vraiment partout. On peut la ramener là où on veut. Et c'est ce qui fait qu'on peut immortaliser des moments, que ce soit des moments de sport, des moments parce qu'elle n'est pas utilisée que dans le sport. Okay. Elle est aussi utilisée dans les labos pour observer les labos de sciences, oui, pour observer quelques espèces, des insectes et tout ça, aussi dans la médecine, aussi dans l'architecture, pour prendre des plans aériens. Parce qu'il ne faut pas oublier que GoPro, elle ne fait pas que des action cam comme ça, elle fait aussi des drones. Donc du coup, c'est, on va dire, l'objet high-tech de la saison. Et ça, c'est la Hero 8. Donc, c'est la dernière de sa génération avec un système qui s'appelle le Hyper Smooth 2. Ça veut dire que tu peux
genre être sur une moto et aller à 180 km/h, mais en même temps prendre des vidéos super stables. C'est ça ce qui fait la magie de cette cam. Mais là, tu m'as nommé comme les sports extrêmes que tu pouvais faire avec, les scientifiques qui l'utilisaient. Mais est-ce que c'est une caméra qui peut être destinée à tout le monde? En premier, c'était une caméra qui était destinée plus ou moins aux professionnels dans le sport. Mais après, ce qui s'est passé, c'est qu'avec l'arrivée de YouTube en 2005, on va dire que les réseaux sociaux et les vidéos se sont un petit peu démocratisés, que tout le monde pourrait prendre des vidéos, des vlogs, des tutos et les mettre sur Internet. Et cette caméra, elle a eu, comment dirais-je, un peu de succès chez les gens, parce qu'après, les gens, ils se sont arrachés ça un peu partout dans le monde, et puis ils ont commencé à faire des productions avec sur la plateforme de YouTube. Et pas que sur YouTube, sur les autres plateformes aussi, où on peut partager des vidéos. Donc voilà, c'est une caméra grand public maintenant. Wow. Ouais. Mais là, c'est bien beau, la petite caméra, mais est-ce qu'il y a des accessoires que je peux rajouter à la caméra? Bien sûr, il y a des accessoires comme les fixations. Quelque chose que tu vas me dire la prochaine fois, parce que à la maison, revenez-nous après la pause. Parce que je m'excuse, Moustapha, mais c'est malheureusement tout le temps qu'on a. À la maison, revenez-nous après la pause parce que Alexis Chartrand nous fait un retour dans le passé en nous présentant son vinyle. Merci, Moustapha, d'avoir été des nôtres. Tout le plaisir est pour moi. Non, je t'ai coupé comme ça, mais je vais essayer d'être smooth un peu. Pas de souci. La prochaine fois. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans notre émission. Cette émission s'inscrit dans la dernière émission de la saison. Aujourd'hui, on va parler de Stooges, d'heavy metal, de punk, de beaucoup de choses, mais aussi de l'industrie du vinyle qu'on voit de moins en moins chez les jeunes. Et pour ça, on a Alexis qui va nous parler de sa passion. Bonjour Alexis. Bonjour, ça va bien? Première question, pour ceux qui ne connaissent pas les Stooges, c'est qui les Stooges? Les Stooges étaient un groupe formé en 1967. Ils sont tous regroupés et eu l'idée de faire une band quand ils ont vu un show de live de Doors. Puis The Doors était très populaire. C'était une band très populaire dans les années 67. Puis Jim Morrison, Iggy Pop, le chanteur principal, était inspiré par Jim Morrison. OK, donc je me suis un peu renseigné par rapport aux Stooges quand j'étais en train de faire l'émission, et puis j'ai vu que le premier album n'était pas vraiment un tabac, ça n'a pas vraiment donné le résultat voulu. Pourquoi? Ils ont eu beaucoup de complications dans les premiers albums. J'ai le deuxième album parce que ça, c'est mon préféré. Je trouve que c'est l'album le plus musicalement sophistiqué et mieux aussi. Puis, ils ont vraiment ils ont pris beaucoup de takes parce que dans le premier album, ils ont pas vraiment... Ils voulaient juste faire un album pour faire un album puis le vendre. Puis personne les achetait, leur premier album, ça non plus, mais quand même, merci déjà de nous avoir ramené le vinyle sur le plateau. J'ai une question, c'est plus un peu loin des Stooges, mais du vinyle. Je vois que de plus en plus chez les jeunes actuellement, ils sont plus accros à Spotify, à iTunes, et on n'utilise pas trop le vinyle. Pourquoi actuellement? C'est à cause le vinyle est dispendieux, ça c'est une des raisons. La deuxième raison pourquoi que les gens n'achètent pas les vinyles, c'est qu'ils n'ont pas de lecteur vinyle parce que ça aussi c'est dispendieux. Puis ça fait un peu old school. Fait que les artistes comme moi
qui fait la musique, Ouais. parce que je suis musicien, je fais la musique, Ouais. aime beaucoup le vinyle, puis le style du vinyle. C'est juste satisfaisant de mettre une aiguille dessus un disque. Ouais. Puis, ça sonne mieux aussi. Il y a Ouais. des personnes qui disent que le CD il sonne meilleur au Spotify, mais c'est pas vraiment le cas parce que le vinyle, c'est la façon originale qu'on est capable d'entendre le vrai recording. Ouais. Parce que des moi albums aussi, des j'ai années trouvé 70. depuis tout le temps, je trouvais que c'était la musique, on dépensait beaucoup d'argent pour créer la musique, les clips, l'industrie et tout ça, pour enfin écouter en MP3. C'était pas bon. Non, Mais le pas vinyle, vraiment. je pense que c'est assez bon. Mais juste pour donner une idée aux téléspectateurs, combien ça coûte un vinyle actuellement? Un vinyle, ça coûte de 22$ jusqu'à 150$. Je vois qu'il Il y a pas des mal de collector's Ouais, items, ouais. il y a des gold discs and all that stuff, you know. Il y a plusieurs jeunes, je pense, qui ne pourront pas s'offrir le privilège là, d'écouter la musique sur vinyle. Mais bon, je vois qu'il y a tout un mouvement là qu'ils essaient de relancer le vinyle. Ouais. Mais il y a aussi beaucoup de jeunes ces jours-ci qui achètent des vinyles. Aussi beaucoup d'adolescents. Parce qu'ils ont vu que c'est revenu à la mode, puis aussi ils ont des tourne-disques professionnels, des DJ, tout ce stuff-là, you know. Ouais. Donc, malheureusement, c'était tout pour notre émission ce soir. Merci d'avoir répondu positivement à notre invitation et d'avoir été là. Merci Alexis. Nos téléspectateurs, je vous rappelle que c'était la dernière émission de la saison. Et à la rentrée, on va commencer avec un sujet très intéressant qui va vous plaire beaucoup. On va parler de Polaroid et de photos avec plein d'experts qui seront parmi nous. Ça sera une occasion de découvrir la photo d'une autre manière, aussi de découvrir les réseaux sociaux et tout. Merci et merci d'être parmi nous.